c'est une maladie neurodégénérative, au même titre que d'autres affections connues comme la maladie de Parkinson ou la maladie à corps de Lévy, qui se caractérise par une dégradation progressive des cellules nerveuses de manière irréversible sur plusieurs années, aboutissant à la mort des cellules nerveuses et à un trouble des fonctions cognitives que sont la mémoire, le raisonnement, la formulation d'idées, le langage, etc. Et surtout, un trouble de la relation sociale avec une perte des repères, une perte de la liaison sociale qui caractérise un peu le terme global qu'on appelle démence. Les maladies neurodégénératives, ça affecte globalement environ 10 millions de personnes en Europe. Je ne sais pas les chiffres exacts, mais plus d'1 million de personnes en France. La maladie d'Alzheimer est la plus importante puisqu'elle représente à peu près 80% des maladies neurodégénératives. Et dans ces maladies neurodégénératives, il y a 2/3 de femmes, 1/3 d'hommes. Pourquoi? Parce qu'on sait très bien que le facteur principal d'émergence de la pathologie, c'est l'âge. C'est rare avant 65 ans, sauf dans les formes génétiques et héréditaires. Disons que ça apparaît plus après 80 ans, où la fourchette est de l'ordre de 15 à 20%, donc non négligeable. Or, ce qu'on voit, c'est que les femmes vieillissent plus longtemps que les hommes, donc de ce fait, ça peut s'expliquer. Peut-être d'autres facteurs qu'on ignore qui pourraient expliquer pourquoi les femmes sont plus affectées que les hommes. Mais toujours est-il que le facteur principal, c'est l'âge, et plus les corps ont été préservés par un environnement affectif, stimulant sur le plan intellectuel et faire une prévention des facteurs de risque qu'on peut contrôler sur son alimentation, sur ses pathologies. A priori, dans l'immédiat, ce sont les facteurs prépondérants qui permettent évidemment d'avoir une meilleure évolution. Alors malheureusement, malgré toutes les recherches actuelles, il n'existe pas actuellement de traitement qui puisse permettre de guérir, prévenir ou ralentir la symptomatologie. La recherche fondamentale, bien sûr, a fait d'énormes progrès, notamment dans le cadre de l'immunothérapie, car toutes ces maladies se caractérisent essentiellement par une accumulation de protéines. C'est pour ça qu'on les appelle également des protéinopathies, et notamment dans le cadre de la maladie d'Alzheimer par l'accumulation de deux protéines, la protéine bêta-amyloïde et la protéine Tau, qui entraînent par leur agrégation une destruction progressive de la structure cellulaire qui va engendrer la mort de la cellule, ce qu'on appelle donc la neurodégénérescence, d'où le terme de maladie neurodégénérative. L'essentiel du traitement se compose essentiellement donc d'une prise en charge non médicamenteuse. Le patient, c'est une partition. Les intervenants, que sont bien sûr les médecins, le médecin généraliste, mais également les spécialistes, le neurologue, le psychiatre, mais également tous les autres intervenants, la psychologue ou le psychologue, l'orthophoniste, la psychomotricienne, le kinésithérapeute, les infirmières, les aides-soignants, tout ce monde-là forme l'orchestre qui va jouer la partition, si possible, la plus harmonieusement possible. Ça, c'est le rôle du médecin coordonnateur. Mais la partition est dictée par chacun. Et c'est une partition qui est dédiée à la personne. Donc c'est quelque chose qui n'est pas figé dans le temps, c'est quelque chose qui est évolutif. Et cette prise en charge a pour but de maintenir les fonctions de la personne, notamment ce qu'il aime, ce qu'il aimait, pour le maintenir dans une autonomie la plus longue possible et lui permettre de préserver de façon durable le lien social qui fait toute la richesse. Alors le plus simple quand vous avez un trouble, c'est d'aller voir votre médecin référent, médecin généraliste. Il faut bien savoir quand même qu'il faut distinguer la vraie perte de mémoire de la fausse perte de mémoire. En fait, quand il y a une vraie perte de mémoire, la personne elle-même va rarement aller voir son médecin. Pourquoi? Parce que malheureusement, cette maladie s'accompagne de ce qu'on appelle l'anosognosie, c'est-à-dire que la personne affectée n'a pas conscience de son état. Donc, n'ayant pas conscience, il va nier la réalité. C'est donc à l'initiative généralement de son entourage que la personne va venir voir le médecin. Inversement, d'autres affections peuvent affecter la mémoire. Une personne qui est stressée, anxieuse, angoissée ou dépressive, on le sait très bien, va avoir probablement un impact sur sa mémoire. Mais généralement, elle en est consciente et c'est plutôt quelque chose d'encourageant.
on peut la rassurer. Donc d'abord, vous allez voir votre médecin. Il est rare que le médecin fasse directement le diagnostic et vous l'annonce. Il va se faire aider par une confirmation auprès de spécialistes que seront généralement le neurologue ou une neuropsychologue, c'est-à-dire qu'ils vont entamer, eux, d'autres batteries de tests. Le neurologue, ça va être les tests sur la mémoire, etc., qui vont durer une vingtaine de minutes, et déjà qui orientent. Et ensuite, plutôt la neuropsychologue qui va faire une batterie de tests encore plus longue et plus spécifique. Mais disons que tout ça, ça donne un faisceau d'arguments qui oriente de plus en plus vers le diagnostic. Actuellement, quand même, depuis 5 ans, on peut le confirmer, notamment en se rapprochant de centres mémoire, notamment hospitaliers, les centres de ressources et de recherche sur la mémoire, qui permettent de détecter les marqueurs, notamment ces fameuses protéines dont je vous parlais, dans le liquide céphalorachidien. Et là, ça permet de pratiquement confirmer à coup sûr le diagnostic. Mais une fois qu'on a le diagnostic, il faut savoir qu'on n'a pas de traitement, malheureusement, à apporter. Donc, c'est toute l'annonce de cette problématique qu'il va savoir faire auprès de la personne, parce que c'est un choc, c'est un coup près. Car à l'annonce du diagnostic, la personne généralement a encore beaucoup de fonctions en présence et c'est une grande souffrance qu'il faut savoir ménager. Bien sûr, mais ça, c'est pas uniquement que dans la maladie d'Alzheimer ou d'autres maladies. On sait très bien que si vous faites de l'exercice physique, si vous mangez bien, et notamment le régime méditerranéen, si vous faites marcher votre cerveau, si vous apprenez, si vous vous intéressez, si vous cultivez votre relation sociale, c'est toujours mieux que si vous êtes sédentaire, que vous négligez votre hypertension, votre diabète ou votre hypercholestérolémie et que vous vivez reclus et isolé. Car on s'est aperçu que ces facteurs, ça ne permet pas de guérir, ça ne permet pas d'empêcher l'émergence de cette affection, mais surtout, ça permet de retarder l'émergence des signes. Et c'est toujours ça de gagner dans la rupture sociale, qui, c'est un fait actuel, on ne peut pas l'empêcher, finira par arriver. Mais tous ces modules, cette stimulation, ce bien-être global permet de retarder l'émergence des signes.